Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Le Stade Bollaert. La chair de poule, bien sûr. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'Henri Lecomte, d'abord, est né dans le Nord. Vous êtes né à Lillers. Exactement, Pas-de-Calais, Hauts-de-France. Oui. Et figurez-vous que Valérie Bonneton, que vous connaissez sans doute, qui est une comédienne, qui joue dans Fais pas ci, fais pas ça, c'est ça, je crois, qui est une série célèbre, entre autres, mais aussi qui a une vraie carrière de théâtre et de qualité, et puis de cinéma. Elle est née dans le Nord et elle a dit ceci: les gens sont merveilleux, mais après c'est triste le Nord. Quoi? Après, je n'avais pas du tout envie de rester dans le Nord, c'est sûr, parce qu'il n'y a rien là-bas, c'est triste. On peut l'écouter peut-être. J'adore Paris. Oui, parce que vous êtes une Parisienne d'adoption, on le rappelle. Je suis amoureuse de Paris. Voilà. Vous êtes née dans le Nord, vous êtes une ch'ti. Ouais, je suis une ch'ti, mais voilà, c'est Paris, c'est autre chose. Je sais pas, moi je m'en lasse jamais. Il y a des milliers de choses à faire, à voir. Je suis très attachée en fait à Paris. Après, j'avais pas du tout envie de rester dans le Nord, c'est sûr, parce qu'il y a rien là-bas, c'est triste. Par exemple, pour rien au monde, j'y retournerais vivre, ça c'est sûr. Les gens sont merveilleux, mais après, c'est triste le Nord, quoi. C'était trop petit pour vous, il fallait que vous affranchissiez de ça. Ouais, c'est l'ennui quand même, hein. C'est l'ennui mortel, il n'y a rien, on a envie de vivre, on a envie de connaître la vie. Les gens du Nord ont dans les yeux bleus. Cette sortie est ahurissante, parce qu'elle ne dit pas de bêtises, généralement, il n'y a rien, les gens s'ennuient. Mais qui est Madame Bonneton pour dire que les gens s'ennuient à Lille ou à Lens? Non, je pense qu'aujourd'hui, moi j'en parle dans mon livre, c'est mes racines. Le Nord, c'est ma base, c'est les gens, c'est l'amour. Là, je suis en train de faire pas mal de choses sur Boulogne-sur-Mer. On a un ami, c'est Franck Pack, on va faire quelque chose de bien dans le tennis. Donc voilà, on peut pas dire ça, je pense que c'est nos racines. Et puis en plus, les gens du Nord sont tellement merveilleux. C'est vrai que, comme on le dit, Danny Boone, tu brindes 2 fois quand tu arrives et surtout quand tu repars. Mais c'est des endroits magnifiques. La Côte d'Opale, c'est une beauté. Moi, je suis allé aussi à la plage où il y a eu c'est pas à Dunkerque, mais c'est où il y a eu la Chemin du Monde de Cerf-Volant. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Après, bon, si elle le dit, elle assume complètement, mais non, mais c'est étonnant parce que d'abord, c'est pas très gentil, un peu méprisant. Non. Puis surtout, c'est faux. C'est-à-dire que dire les gens s'ennuient là-bas, mais c'est toujours pareil. Pas. On est, je trouve, dans une société très marrante où il y a une forme de polarisation et tu décides pour les autres s'ils s'ennuient ou s'ils s'ennuient pas. C'est très étrange quand même de dire les gens s'ennuient. Elle pourrait dire moi je m'ennuie, je préfère vivre à Paris, pourquoi pas? Mais il y a rien à faire, les gens s'ennuient, c'est vraiment. Alors je crois qu'il y a un bassin de millions de personnes. On est très écoutés d'ailleurs dans le Nord. Il y a Lionel Bougelot qui est notre correspondant permanent et puis qui vient régulièrement à Paris. C'est lui qui présente la matinale en ce moment. Mais c'est vrai que, alors moi je suis souvent allé à Lille, à Lens, et alors j'ai des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs parce que c'est des villes festives, des villes joyeuses, des villes étudiantes. Bien sûr. Je pense à Lille. Des travailleurs. Exactement, donc c'est plutôt une ville agréable. Donc les Lillois, les Lensois, si vous nous écoutez, on les aime. Vous pouvez nous appeler. Oui. Mais Henri Lecomte est là, et évidemment Henri Lecomte est indissociable du 30 novembre 1991. Écoutez dans Europe Matin le journaliste Alain Acco à l'époque qui présentait ce match. Alain Acco, est-ce que... J'ai joué des grands matchs, mais un match comme aujourd'hui, on va s'en souvenir très très longtemps. Et surtout, ce qui est important, c'est d'être rentré sur le terrain. C'était pas facile parce que on était mené 1-0 et j'ai réussi à renverser la situation, à faire un partout. Je crois que c'est ça, une bande de copains. Et ils étaient tous là derrière moi, ils étaient tous heureux. Et je la dédie à ma famille, à mon fils, aux gens qui m'ont vraiment aidé pour essayer de revenir, de retrouver mon meilleur niveau, à mes potes, à Yannick. Et à toute la France, je crois que c'est à tout le monde cette victoire, et aussi surtout à moi parce que j'ai quand même joué, mais je crois que c'est un tout. Quand on joue la Coupe Davis pour son pays, c'est fabuleux. Bon, vous avez tellement parlé de ce moment que je pense que je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est il est temps que vous sachiez enfin que derrière le nom d'Henri Lecomte, sur l'autre face de la notoriété de celui qui fut numéro 5 du tennis mondial, il y a un homme. Et plus tard, vous dites, durant des décennies, durant toutes ces décennies, j'ai aujourd'hui l'impression de m'être oublié, d'avoir souvent accepté des rôles que l'on voulait me faire jouer, pour des raisons qui n'étaient pas vraiment les miennes. C'est ça qui est intéressant, c'est cette confession qu'il y a dans ce livre qui nous a intéressés.
Oui, parce que sur le tennis, quand j'étais sur le terrain, je décidais, j'étais un peu comme un artiste qui avait son pinceau, je faisais parfois des coups extraordinaires, mais je décidais tout ce que je pouvais faire, en fin de compte. Je travaillais bien en amont, mais après tout l'entourage, par la suite, j'ai compris beaucoup de choses, que différentes personnes que j'ai pu rencontrer, que c'est un côté positif ou négatif, mais parfois, je me suis fait embringuer. Je suis parti dans une certaine direction, je voulais faire plaisir aussi aux autres, je voulais tellement être aimé que par moments, j'ai pris des décisions qui ont été très compliquées. Et il va falloir les assumer par la suite. Alors bien sûr, on peut dire, ouais, j'ai fait ci, mais c'était à cause de ci, à cause de ça, parce qu'on veut se cacher, parce qu'on se met un masque, parce qu'on ne veut pas dire la vraie vérité. Et la vraie vérité, c'est quoi ? La vraie vérité, c'est ce que je mets, c'est ce que j'ai dit dans le livre, c'est que j'accepte mes décisions, c'est que j'accepte aujourd'hui tout ce qui s'est passé, et que je suis beaucoup plus heureux et serein, et à même de pouvoir encore évoluer, construire, partager, et retransmettre certaines valeurs. Je crois que c'est ça qui nous permet de rester les pieds sur terre, comme tout à l'heure on parlait. Moi, ce qui me fait racer, c'est mes racines. C'est le Nord, c'est cette froideur, ce travail, cette rigueur que l'on a quand on est petit, même si il est vrai que je suis né dans le Nord, mais je n'ai pas vécu beaucoup, je suis retourné après. Mais ça, c'est tellement important. Mais quand on est dans cette grosse vague du monde du sport, où tout va très vite, où on prend tout, encore nous, ça allait un peu moins vite qu'aujourd'hui. On n'avait pas de réseaux sociaux, nous, Pascal, à l'époque. On ne savait pas. Mais il y a un paradoxe quand même chez le sportif de haut niveau, parce que vous écrivez, comme tout le monde, à certaines périodes de ma vie, j'étais égoïste, affichant une confiance sans limite, voulant croire dur comme fer que le monde m'a pardonné. Mais si vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas Henri Lecomte. Non, mais on est obligé d'être comme ça. C'est ce que je veux vous dire, vous êtes obligé. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, bien sûr que vous n'avez pas le choix. On parle parfois du paradoxe du comédien, mais on pourrait parler du paradoxe du sportif de haut niveau. Il faut être obsessionnel, complètement fou d'une certaine manière, être sûr qu'on est le meilleur du monde. Bien sûr, regardez Mbappé. Ce qui lui arrive aujourd'hui, il a pris la décision, c'est fait, mais il ne pense qu'au football. Il veut avoir les résultats, il veut gagner des coupes. Nous, quand on est sportif de haut niveau et qu'on est joueur de tennis, on veut gagner des tournois, on veut gagner des matchs, on veut gagner des grands chelems. Et c'est là que aussi, à un moment, il faut se sentir, il faut avoir le bon ego, pas le mauvais ego. J'ai eu un moment peut-être l'ego qui était un petit peu trop fort, où là, à un moment, c'est normal, on pète les plombs, mais lorsqu'on arrive vraiment à se canaliser et gérer ses émotions, comme a pu faire et fait aussi Novak Djokovic, ou encore c'était Roger Federer ou Rafael Nadal. Et là, maintenant, Alcaraz vient de se blesser, donc il y a beaucoup de choses. Voilà, donc il faut arriver à connaître ça, à rester dans ces zones-là. Mais pour ça, il faut être bien entouré, je pense. L'entourage est important. Bien sûr. Oui, mais tu le choisis aussi, l'entourage, c'est toujours l'œuf et la poule. Oui. Mais je trouve que les gens sont parfois un peu rudes avec les sportifs de haut niveau. Ils ne comprennent pas que tout ça arrive jeune. Il y a 2 ou 3 éléments qui, quand même, sont très perturbants. L'argent, la gloire. Et effectivement, les femmes, disons-le, quand on est un joli garçon, aussi derrière, quand on est un joli garçon comme vous, comme Yannick, que vous avez 25 ans, que vous êtes beau, que vous êtes riche, que vous êtes célèbre, évidemment, les tentations existent. Forcément. Il est vrai. Mais bon, vous n'en avez pas abusé. Non, bien sûr. Il est 12h13. Mais moi, je suis assez indulgent souvent parce que je trouve que de gérer tout ça à un âge si jeune, ceux parfois qui vous critiquent, j'ai envie de leur dire, mais qu'auriez-vous fait c'est pas simple. Avec cette tornade qui arrive à ce moment-là. La pause, il est 12h13, on revient. Et pour poser vos questions à Henri Lecomte, n'hésitez pas, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Forget qui prend tout son temps, il fait rebondir sa balle et il attend que le public se taise. Guy Forget qui va servir la balle de match, la balle de victoire, peut-être. 7e ace. À la volée, Guy Forget, c'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! La France a gagné la Coupe Davis! La France a gagné la Coupe Davis! 59 ans que l'on attendait cela! Oh là là, que c'est beau, que c'est beau! Jean-René Godard, qu'on salue, une des grandes voix d'Europe 1. Puis je voulais vous faire écouter une petite archive, parce que le monde a aussi changé. Ça, c'est une archive du 2 décembre 1991. Donc là, vous êtes tous en boîte de nuit, manifestement. C'est Jean-Pierre Montanet qui raconte cette soirée, dont vous vous souvenez, j'imagine, à Lyon. Un petit peu. Écoutez le reportage de Jean-Pierre Montanet.
Après l'incontournable et guindé repas officiel, Yannick et ses potes de l'équipe de France ont filé en boîte de nuit. L'Eclipse, un établissement bon chic bon genre avec boissons et jeunes filles à gogo. C'est Henri Lecomte en jean et en basket, allure de teenager américain, qui le premier a chauffé l'ambiance. Riton aussi tonique sur un court que sur une piste de danse. À ses côtés, Arnaud Butch, complètement déchaîné, bondissant, comme sur son banc de touche à chaque point de forget. Mais c'est le fêtard Captain Noah qui va lancer la soirée. Chemise blanche, foulard, cigarette au bec. Noah tennisman retrouve le Noah chanteur. Africa, attention les secousses. Africa. Yannick, qui arrose la piste avec du champagne, est porté en triomphe à l'horizontale par ses coéquipiers, touchés par de jeunes midinettes en délire. Après l'effort, le réconfort, les Forget, Lecomte & Co ont joué comme des grands pros pour terrasser les Américains. Quelques heures plus tard seulement, ils s'amusaient comme des gamins. Fin de la virée, tard dans la nuit. Lyon, Jean-Pierre Montanet, Europe 1. Et vous voyez comme le monde a changé. Première fois que je l'écoute. Touché par des jeunes midinettes en délire, disait le journaliste en 1991. Cette phrase-là, aucun journaliste ne l'écrirait, ne la penserait et ne la dirait. Donc, ce monde a effectivement changé. Henri Lecomte est avec nous, Balle-Neuve aux éditions Marabout. C'est un livre personnel et c'est intéressant de voir le chemin qui a été le vôtre, porter le prénom du père de mon père qui venait de la DAS, tout comme sa femme, être né un 4 juillet, date qui résonne subtilement avec un certain Independence Day dans un milieu où l'on parle peu, ou encore le fait d'être gaucher, sont autant de particularités qui n'ont rien à voir avec le hasard. On peut y voir des synchronicités qui justifient les liens privilégiés que j'entretenais avec mon grand-père et l'indépendance que j'ai pu développer à l'égard du giron familial. C'était incroyable. J'ai vraiment ressenti ça avec mon grand-père parce que c'était une personne qui parlait très peu. C'était un peu l'époque, on ne parlait pas beaucoup, on gardait les secrets en famille, on avait tous nos petits secrets de famille. Et pour lui, c'était cette puissance, cette façon de pouvoir retransmettre, de pouvoir partager avec le regard, avec la voix. Et ça, c'est quelque chose qui m'a terriblement marqué dans la positivité, mais je n'avais pas compris au départ. Parce que c'est tout en faisant toutes les recherches, en faisant ce livre, que j'ai compris beaucoup de choses. Et en plus, Maya a eu la délicatesse de pouvoir parler avec ma maman, qui ne me parlait pas beaucoup non plus, mais qui a aussi parlé de ce moment où je suis parti. Pour elle, ça a été terrible. Elle voulait pas que je parte. Mais en fin de compte, elle m'a laissé partir parce qu'elle me voyait tellement dingue avec la balle jaune qu'elle s'est dit, il peut réussir que là. Quel âge vous aviez ? Moi, j'avais... C'était 17 ans. Ouais, ce qui est quand même assez tard, quand même. Ouais, mais on était encore à la maison. 11 ans, 12 ans. Mais la génération, rappelez-vous. Et là, vous arrivez où, à l'INSEP Non, là, j'étais à l'INSEP, et là, après, je pars avec Thiriac, avec Guillaume Thiriac. Et donc là, je pars dans le grand bain, avec les gros poissons, les gros requins. Quand est-ce que vous commencez la carrière professionnelle, le premier match ? Le premier match, c'est en 1980. Et donc, vous avez 17 ans. 18 ans. C'est vrai qu'au tennis, on réussit très jeune. Villander avait gagné, il avait 18 ou 19 ans, je crois. 17 ans, je crois même. Non, c'est même Chang aussi. Chang était très jeune. Et puis, il y avait Penforce également qui avait gagné, je crois, Roland Garros. Non, il m'a battu, il a perdu en finale. Contre Lendl. Bon. Là, on va pas refaire tout le Roland Garros quand même, mais c'est pas mal. Bon, notre émission, évidemment, c'est aussi dialoguer avec des auditeurs, et on est avec Franck, qui est plaquiste, je crois, Franck, qui habite Rennes, qui est un supporter du Stade Rennais. Généralement, je savais que vous vous intéressiez au football, mais je savais pas que vous étiez également un fan de tennis. Ah oui. Oui, je suis un fan de tennis, et à cette époque-là, j'ai un souvenir avec Henri Lecomte en demi-finale, malheureusement Roland Garros qui perd la demi-finale, qui fait un quart de finale sensationnel. Et moi, à cette époque-là, on l'appelait le Riton. Je sais pas si ça a toujours été. Bien sûr. Voilà. Et c'était vraiment sensationnel. 86. Moi, en 86, c'est ça. Et moi, c'est vrai que le tennis, Henri m'a toujours impressionné parce que il est droitier. Oui, c'est ça. Non, gaucher. Non, gaucher plutôt. Tu es gaucher comme était aussi Gasquet aussi, qui est gaucher aussi, pareil. Non, de droitier. Droitier, ouais. Je vais pas y arriver. Non, comme McEnroe, allez, je vais vous aider. McEnroe, expert du tennis. On va y arriver. Vous êtes un expert. Magnifique. Ouais.
Mais voilà. Mais c'est quelle demi-finale de 86 contre Pernfors. Justement, voilà. Celle dont vous parliez. Et en quart de finale, vous aviez joué contre qui? Un match en quart de finale, je ne sais plus qui j'ai battu. Je sais plus qui j'ai battu en quart. Je me souviens plus. Mais c'est une bonne, comment dire, c'est une bonne chose de santé mentale que vous ayez oublié quelques matchs. Ouais, quand même. Ça veut dire que vous ne vivez pas. Parce que la difficulté pour un sportif de haut niveau, c'est de vivre dans son passé. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la petite mort. Voilà. Et il y en a qui sont comme ça. Moi, j'en connais qui n'ont pas tourné la page. Et puis il y en a, ils sont passés à autre chose. Alors c'est dur, bien sûr, parce que c'est une autre vie. Bien sûr que c'est dur. Mais il faut l'accepter. C'est pas si évident que ça. Et après, c'est la passion. Après, bien sûr, je suis toujours passionné de tennis. Je joue toujours, je m'amuse. Bien sûr, j'ai joué hier, parce que ça revient. Vous avez joué contre qui hier, par contre un pote, pendant 1h30. Et il est quel niveau, le pote en question? Le pote est beaucoup moins bon. Il est moins fort que moi. Oui, parce que mais sinon, moi, je peux jouer encore contre des 0, des -2. Voilà, c'est ça. Alors, c'est important pour ceux qui connaissent le tennis, c'est qu'un 0 ou un -2, vous le à 60 ans, 63 ans... 61 ans. Je vais avoir 61 cette année, 61 Pascal. ans, pardonnez-moi. Vous le... tapé quand même, si j'ose dire. Je le bats, mais il faut que je m'emploie quand même un peu. Et un gosse de 15 ans qui doit être parmi les meilleurs de France, qui doit être 15-1, 15-2, vous le tapez encore? Oui, les 15-1, 15-2, oui, quand même. 0 ou -2, ça équivaut à quoi? C'est un classement, c'est-à-dire que les premiers classements, c'est 35, 34, 33, 32, etc. 36, donc ça, c'est les premiers classements. 35, après, tu passes à 15. Okay. Alors, quand tu arrives à 15... Non, t'as 15-1, 15-2, voilà. 15-3. Okay. Quand tu arrives à 15, c'est déjà un bon classement. Quand tu es à 0, c'est un très bon classement aujourd'hui. Et puis après, tu es super bon, moins 15, moins 30, première série. Donc vous jouez encore contre des... Oui, je joue encore. Quand même. Mais il dit quand même. Mais parce qu'il court moins qu'un gosse de 15 ans, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Mais je la place mieux la balle. Mais il le balade quand même. Vous êtes joueur de tennis, Franck? Oui. Vous êtes gaucher ou droitier? Moi, je suis droitier, par contre. Vous avez quel niveau au tennis? Je joue juste un petit, en amateur, on va dire, pour s'amuser, voilà. Mais j'ai toujours aimé le tennis, toujours aimé, voilà. J'adore le sport, on va dire, tout ce qui est partie sportive, j'adore. Mais le tennis, je me souviens surtout avec Henri, Yannick Noah, qu'on gagne la fameuse Roland Garros, qu'on arrive à gagner quand même la Coupe Davis, voilà. Et ça a été mémorable, la finale a été mémorable. Voilà, et tant mieux qu'on arrive à encore. Bon, il y a longtemps qu'on n'a pas gagné une quand même. Ça fait quelques années. Et moi, je voulais poser aussi une question à Henri par rapport aux années que tu as connues et maintenant les années qu'on a là. J'ai l'impression qu'on a du mal à trouver un style de jeu comme toi tu avais, comme Yannick Noah avait, comme Guy Forgéa. La relève. Non, mais c'est une question. Non, c'est la réponse déjà. Pourquoi? Parce que les Top Gun, à chaque fois, ils ont fait les surfaces la même vitesse partout, que ce soit le gazon, que ce soit le Ribbon Days. La terre battue est devenue la surface la plus rapide à l'heure actuelle. Ça revient en arrière. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on avait des surfaces ultra rapides. Donc, on avait besoin d'avoir aussi des joueurs qui jouaient bien sur terre battue, comme les Espagnols ou les Argentins. Et puis après, le reste, les Australiens étaient forts sur gazon, sur surface rapide. Et nous, la France, on se préparait aussi là-dessus. On était quand même des purs attaquants avec Yannick. Et Yannick a gagné, moi je fais finale, mais on se préparait vraiment pour Roland Garros. C'est une question récurrente et c'est vrai qu'on vous la pose sans arrêt. Ce matin, il y a une interview de Jean-Paul Lotte, qui est ex-directeur technique national, qui pointe du doigt les manques techniques de certains Bleus. Une des raisons, selon lui, pour lesquelles la France n'a pas encore trouvé sa pépite. Et le titre de l'équipe ce matin, c'est même avec le meilleur mental du monde, ça ne passe pas. Et effectivement, tout le monde est surpris que le tennis français n'arrive pas à trouver un joueur, alors que l'Espagne, depuis 40 ans, a sorti je ne sais combien de joueurs. Il est 12h27, on revient sur cette question du tennis et puis on parle également du livre intime vraiment de notre ami Henri Lecomte, Balle neuve aux éditions Marabout. Pascal Pro et vous accompagne de 11h à 13h sur Europe 1. À tout de suite. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1, Pascal Pro. Super, on réalise pas encore, maintenant... Vous avez éclaté en sanglots. Allez. C'est une telle tension que tout le monde a pleuré. C'est le plus beau jour de votre vie, Henri Lecomte. Ouais, avec la naissance de mon fils. Il relance sa balle de manière brutale. Cette fois, je l'ai rattrapé. Le journaliste de sport que je suis était toujours ennuyé lorsqu'il venait prendre ces émotions-là, parce qu'on ne sait pas quoi dire, en fait. On a l'impression d'être presque en trop, et en même temps, on doit témoigner d'une réalité. Comment vous avez vécu toutes ces années avec les journalistes ?
C'est pas facile. J'ai eu des hauts et des bas, comme on dit. J'espère que vous avez compris mon jeu. Non, mais pourquoi ? Parce que c'est tellement difficile, c'est dur, on est jeune, on vient de faire quelque chose, on gagne un match, on perd un match, on se retrouve direct devant un micro. D'ailleurs, il y a pas mal de choses sur les inconnus avec moi et Björn Borg, c'est à mourir de rire, parce que j'adore aussi, moi je suis très... j'adore me moquer de moi, mais c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, on est à même de pouvoir comprendre, on est à même de pouvoir le travailler, on est à même de pouvoir se préparer et être plus professionnel, on va dire. Mais on est des êtres humains, donc il y a des moments, c'est pas si simple de pouvoir retransmettre ça. En fin de compte, ces émotions. La plupart du temps, on pleure, ou alors on dit une bêtise, ou alors on dit oui. Donc aujourd'hui, ça rentre plus dans le système. Balle Neuf aux éditions Marabout, et c'est un bouquin vraiment intime où vous dites des choses très personnelles. Aujourd'hui, je veux revenir à des choses simples. C'est fini d'être une personnalité plutôt qu'une personne. Je trouve vraiment que la formule est heureuse. Je ne veux plus être une autre personne, juste moi, et écouter mes propres envies, mes pulsions. C'est quoi vos envies du moment ? Mes envies du moment, elles sont aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir fait ce livre, de pouvoir faire cette promotion, de pouvoir vous voir tous, de pouvoir le partager avec les gens qui m'ont encouragé, qui vont apprendre à me connaître, de pouvoir aussi retransmettre un petit peu tout que... Mais ils vous connaissent, les gens. Oui, non, c'est ça le paradoxe. Oui. C'est qu'ils vous connaissent quand même, ils savent, moi je pense qu'ils ont toujours été très indulgents avec vous, parce que... je pense que vous aimez plutôt le public, vous aimez plutôt les gens, vous êtes plutôt sympa, et qu'ils avaient perçu en vous quelque chose d'agréable depuis toujours, avec un jeu en plus flamboyant. Ils aimaient aussi, il ne faut pas se raconter de salade, ils aimaient moi, le joueur. D'Artagnan, hein. Voilà, ils aimaient le joueur que vous étiez. Mais je suis sûr que le public, depuis autant d'années, a dû toujours être assez proche de vous. Ils ont été très proches de moi, dans le bon côté, aussi dans le mauvais parce que je le méritais, mais ils avaient toujours une espèce de respect par rapport à ce que je faisais sur le terrain. Parce que je mettais de la bonne humeur, de la joie, je mettais aussi des moments incroyables. Par moments, je peux vous le dire, je faisais des coups, même moi j'avais du mal à le comprendre. Donc j'étais obligé de le travailler 2 fois plus pour pouvoir le rééditer. Mais c'était surtout ça, c'était un peu... On voyait Henri Lecomte, parfois on se dit on va au casino, est-ce que ça va être bien ou ça va être pas bien? Mais même moi aussi, pour pouvoir gérer mes émotions, c'était compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation qui est assez intime en fin de compte avec ce public. Et qu'il est toujours, parce que je joue les seniors à Roland-Garros, quand j'arrive, il y a toujours ce moment-là. Maintenant, je suis plus dans le moment où je rigole avec eux, je partage ces moments-là, mais ça m'a permis aussi de pouvoir aller plus de l'avant et de me sauver. Pascal, de me sauver. Si j'avais pas cette mentalité-là, si j'avais pas cette envie d'être comme un D'Artagnan, d'aller même parfois fleur au fusil, comme j'ai pu faire, mais en travaillant énormément. Mais parce que vous vous protégez pas beaucoup. Voilà. Dans le jeu comme dans la vie, vous vous protégiez pas beaucoup. Mais non. Il y a une part chez vous de sincérité, d'authenticité, où votre caractère, votre nature, vous ne dissimulez. Les gens. En tout cas, vous n'avez pas une nature dissimulée. Non, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, pas introverti, et au contraire qui aime les personnes, qui aime les gens, qui veulent comprendre. Moi, je veux comprendre ce qui se passe. Un petit mot sur la fin de votre carrière, parce que vous dites 1996 restera dans ma mémoire comme l'année d'une sortie aussi émouvante et brillante que possible. Mais moi, effectivement, je m'en souvenais plus. La fédération n'avait prévu aucune cérémonie pour vous, donc vous êtes monté sur... je me souviens plus de ce moment-là. Non, mais Pascal, moi, c'est toujours comme ça. Vous avez eu des difficultés avec la fédération. C'est pas simple. C'est-à-dire que c'est un tel monument, un tel paquebot que pouvoir communiquer avec la fédération, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'à cette époque, rien n'était prévu, donc pas de micro, donc je suis monté sur la chaise. Oui, mais c'est comme si les champions, parfois les présidents n'aiment pas les champions, ils prennent trop de place. C'est possible aussi, je suis un peu d'accord avec vous, et c'est dommage parce que on a quand même marqué notre génération, on a fait quelque chose qui a permis aussi à des jeunes de pouvoir dire j'ai envie d'être champion de tennis, ou j'ai envie de le battre, moi pourquoi j'ai réussi aussi, parce que je voulais battre Yannick. Moi c'était le fait de le battre chez lui, sur Roland-Garros, je l'ai fait, puis d'être plus fort, et d'être avec, parce qu'il m'a attiré vers le haut. Il faut avoir une personne, donc si on peut encore, nous, cette génération-là, retransmettre certaines choses, ça serait extraordinaire, ça serait fantastique. À notre façon, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne vous demande pas votre avis ? Non. Donc vous êtes consultant à la radio ou à la télévision. Bien sûr. Mais c'est vrai pour tous les anciens grands champions, j'ai l'impression. C'est vrai pour McEnroe aux États-Unis, c'est vrai pour... Non, McEnroe aux États-Unis, quand même, il a été un petit peu écouté, mais bon, c'est différent. C'est une fédération qui est beaucoup moins puissante, qui est aussi puissante que Roland-Garros, mais ISTM, mais
c'est rien à voir. Le président ne reste que 2 ans, c'est tous les 2 ans, donc. Mais c'est compliqué. Il y a une question à laquelle très aussi compliquée qui m'intéresse beaucoup. La meilleure joueuse de tennis au monde, si vous la faites jouer face à un homme, je ne parle pas de premier contre premier, parce que j'imagine que Djokovic gagne, mais quel est le niveau féminin, à quel niveau masculin correspond le meilleur niveau féminin du monde? Alors, il y avait eu un match très très longtemps, c'était Billie Jean King qui avait joué, elle avait gagné, donc ça c'est il y a 50-60 ans. C'est ça que je ne sais jamais. Alors, Serena Williams, à son meilleur, je pense qu'elle elle joue moins 15. Voilà. Donc, elle n'est pas de première série. Mais, écoutez, le tennis féminin aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, il a tellement évolué. Il est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. Parfois, on a même des meilleurs matchs sur le tennis féminin que chez les hommes. Ça joue incroyablement bien. C'est vrai que ça joue de tous les sports. Non. Dans tous les sports, le niveau féminin n'est pas aussi. On ne va pas se faire de langue de bois, mais c'est vrai qu'au tennis, le niveau du tennis féminin est tout à fait remarquable. C'est remarquable parce que, en plus, j'ai l'impression de voir un peu, je ne veux pas dire quand c'était nous qui jouions, mais quand c'était les raquettes en bois, c'est un petit peu plus lent, mais on voit aussi tout le sens tactique, chez les hommes, parfois, même moi, je regarde, ils frappent comme des fous du fond du court, pour celui qui fait le plus de séances. Il n'y a pas une montée au filet, il n'y a pas un petit sens tactique différent. Le tennis féminin a beaucoup, beaucoup évolué, et tant mieux d'ailleurs. On va marquer une pause peut-être et on va remercier notre ami Henri. Ah oui. Vous allez rester avec nous, mais on va parler du baptême, figurez-vous, parce qu'il y a des gens de... Oui. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez... J'ai été baptisé. Si vous allez régulièrement à la messe et si vous croyez en autre chose. J'y crois, j'y vais quand je passe devant une église. Vous étiez superstitieux quand vous jouiez? Bien sûr. Et je peux vous dire que je me suis préparé à Douarnenez-Tréboul, à côté de Quimper. Et il y avait une église à Locronan où ils ont joué le film Chouan avec Sophie Marceau et Philippe Noiret. Ouais. Et il y a une église qui est magnifique. Et je peux vous dire que j'y suis allé souvent. Film de Bertrand Tavernier. Non, pour vous dire que j'ai écouté l'émission jusqu'à maintenant et Henri Lecomte est bon. Oh, merci. Oh, vous êtes merveilleux. Ah non, mais alors, vous savez qu'il a été champion d'humour 62. Il a eu champion d'humour 63 de la 1863. Et régulièrement, il est bon. Hein. Ah bah, faut le garder. Mais vous savez que là, il est payé en plus. Qui joue au tennis en régie? Fabrice, vous jouez au tennis? Non. Vous, c'est plutôt Jokari sur la plage. Oui, domino, je sais pas si ça existe des choses tranquilles. Le Jokari, c'était avec une raquette. Je sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours. J'étais champion du monde de Jokari. Ah oui, ça existe le Jokari. Et vous, monsieur Boubouk? Malheureusement, non, c'est un des grands regrets de ma vie. Oui, mais bientôt. Oui, mais bon, vous êtes encore jeune, vous pouvez commencer. Oui. Vous n'allez pas être sur le circuit tout de suite. Ça dépend lequel. Oui, dites-moi. Je vous en prie. Oui, non, mais dites-moi. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dans quel sport vous excellez? Alors franchement, aucun. Oui. C'est vrai? Non, je suis honnête. Non, alors aucun. Le javelot, on m'a dit que vous étiez... au javelot, vous étiez excellent. Exceptionnel. Au lancer de poids. Bon, il est 12h42 et on va parler de ceux qui se baptisent de plus en plus. À tout Surtout de suite. en Bretagne, oui. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.